Et pour le coup, est-ce que tu as déjà été confronté à des préjugés? À ce fameux préjugé qui dit c'est bizarre, un homme qui danse, un garçon qui danse. Et je trouvais intéressant d'en parler avec toi parce que je me suis toujours demandé pourquoi la danse n'était pas considérée comme, dans l'inconscient collectif comme un sport viril. Pourquoi est-ce que ce qui paraît viril, c'est le foot, c'est la boxe, mais pas la danse pour un garçon? Tout de suite, j'ai pensé à Mm. Billy Elliot, tu Ouais, vois. ouais, ouais, ouais. La référence est jolie en plus. Mais tu sais, moi je vais être honnête. Moi la différence, je ne l'ai jamais vécue à cause de la danse. Au contraire. Moi la danse, ça a été un révélateur. Moi la danse, ça m'a permis de devenir la personne que j'étais censé devenir. Donc moi j'ai jamais vécu ce truc où la danse en fait m'a marginalisé, m'a séparé, m'a mis dans un coin. J'ai pas eu ça. Moi la danse, ça a été vraiment, mais ça a été la chance de ma vie la danse. Euh, quand j'étais petit, tu vois, si je peux parler de différence, c'était plutôt le fait que bah, j'étais le petit portugais quand j'avais 7 8 ans, tu vois. Donc là, il y avait peut-être le petit côté, j'avais eu un peu de harcèlement à l'école à cause de ça, mais tu sais que après quelques années, quand j'ai basculé dans le monde de la danse, en fait, c'est pas devenu une autre chose pour laquelle on me marginalise, non. C'est devenu le déclencheur, le catalyste qui m'a permis de exploser et de vivre pleinement. Alors je te dis pas qu'il n'y a pas eu des moments drôles, il y a eu des moments très très drôles, parce que dans la danse de salon, en fait, quand tu démarres, il y a des choses qui sont tellement tellement étranges. Par exemple, à un moment donné, euh, on nous disait toujours qu'il fallait avoir bonne mine et être bronzé. Et donc, j'avais quoi, 13 ans, 14 ans, j'allais au collège, mais sauf que j'avais une compétition le samedi, et en fait, un jour, j'ai la bonne idée de mettre de l'auto-bronzant le jeudi soir. Donc je débarque à l'école le lendemain matin, et en fait, tout le monde me demande si j'ai une jaunisse. Parce que j'étais jaune de la tête aux pieds, c'était très chelou. Mais c'était plutôt des moments drôles, plutôt que des moments, tu vois, où on m'avait dit, mais qu'est-ce que tu fous, cette danse, c'est pour les nanas. Non, j'ai pas eu ça. Mais il y en a qui pensent comme ça. Il y en a. Moi, je me souviens, et j'ai retrouvé sur Twitter, tu me permets, en 2012, par exemple, il y a un tweet qui dit tiens, il est pas gay, Chris Marquez, comme si les gens étaient étonnés parce qu'ils venaient d'apprendre que tu avais une Mm, femme. En 2016 encore, mm. même ça. Ah bon, il a un enfant, Chris Marquez? Tu vois, je suis tombé sur ce tweet, j'ai toujours cru que Chris Marquez était gay. Est-ce que toi, tu as toujours été à l'aise avec ces interrogations? Et est-ce que tu penses que c'est parce que les gens peuvent avoir ce type de réflexion parce qu'ils voient un homme qui danse? Parce qu'il voit un homme avec une veste excentrique, avec des spikes peut-être, Ouais. ou les deux, je ne sais pas. Il y a deux choses. La première, quand on me dit, ah, il est pas gay, c'est pas une insulte. Pas du tout. Être gay, c'est pas une Bien insulte. sûr que non. Donc, on me pose une question. Ok, très bien. Maintenant, est-ce que je joue sur les clichés? Est-ce que je joue peut-être, tu vois, est-ce que je joue un petit peu justement avec tout ça? Oui, parce que ça m'amuse. Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit? Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit, en tant qu'hétéro qui danse, de mettre des vestes complètement, mais folles? Pourquoi est-ce que j'aurais pas le droit, moi, d'avoir un styliste qui est le même styliste que Cardi B? C'est le cas? Ouais. Tu as le même styliste que Bah, Cardi en B? fait, j'ai le styliste qui a fait des robes pour Beyoncé, qui a fait des robes pour Cardi B, qui a fait des trucs, qui m'a fait des vestes. Ouais, ouais. Et alors, c'est cool, ça me plaît. En fait, je trouve juste que, à un moment donné, les gens oublient que la vie est quand même faite pour s'amuser un peu. Et moi, je m'éclate. Et quand on me dit, ah, il est pas gay, bah ouais, bah, il est pas gay, mais bon, en même temps, voilà, c'est une question comme une autre, pourquoi pas? Non mais là, moi par contre, j'aimerais m'arrêter sur le styliste de Cardi B. Comment tu l'as rencontré? En fait, tu sais, moi, ce que j'adore, c'est déjà sur tout ce qui est stylisme. Je m'étais imposé des règles assez précises, tu vois, sur mon look quand j'ai débarqué en France en 2011 pour faire Danser avec les stars. C'est-à-dire que moi, à l'époque, ce que j'adorais, c'était le côté un petit peu dandy stylé, tu vois. Et donc, j'avais ma coupe de cheveux et j'insistais sur le fait que voilà, c'était une cravate, elle ne pouvait pas être plus large que 5 cm. Il fallait que ce soit une chemise en dessous. Les chemises étaient toujours à petit col rond, très souvent avec une barre qui traversait le col. Et les vestes. Et les vestes, en fait, au départ, elles étaient classiques, mais toujours avec des tissus un petit peu intéressants. Plus on avance, tout d'un coup, j'ai des gens comme Jean-Paul Gaultier qui me prêtent des pièces d'archives absolument incroyables pour faire l'émission. Ensuite, j'ai du J3. Ensuite, j'ai tout le monde qui me prête des fringues absolument folles. Et un jour, je dis à ma styliste, Aurore Dongui, je lui dis, écoute, tu sais quoi, j'ai envie de monter d'un cran maintenant. J'ai envie de montrer pourquoi Paris et la France fait rêver tout le monde entier en termes de couture. Et donc, je lui dis, je veux dessiner une veste différente toutes les semaines.
Je veux qu'elle soit complètement folle et improbable. Je veux avoir une base de veste absolument dingue. J'ai un couturier qui s'appelle Jonas et compagnie qui en fait toutes mes vestes, tous mes costumes. Ah bon, à part celle-là, c'est du balmain. Mais en général, il me fait les bases et ensuite, on a des créateurs incroyables, de talent, de folie qui en fait viennent me customiser les vestes par rapport au dessin que j'ai créé. Et donc j'ai des maisons de couture comme On Aura Tout Vu qui eux Bien ont sûr. habillé Beyoncé, Cardi B et enfin et tout le monde qui m'ont fait des trucs mais complètement dingues avec eux ils m'ont fait une veste avec qui était faite avec que des pailles. Je voulais accentuer en fait toutes les lignes d'épaule et toute l'excentricité de l'asymétrie on va dire de la ligne d'épaule chez l'homme, tu vois, donc j'avais des pailles de folie qui étaient arrangées, c'était complètement ouf. Mais après j'ai également un autre créateur que j'adore qui s'appelle Romain Thévenin qui lui en fait a un côté ultra transgressif avec il utilise beaucoup de cuir, il utilise beaucoup de collage, de superposition de matière, etc. NKH, qui lui, sa spécialité, c'est de gicler de la peinture sur les fringues. Il m'avait fait en plus, un jour, je lui ai dit, bah écoute, tu vas me gicler de la peinture dessus, et en plus de ça, tu vas me créer des structures sur les épaules avec des pinceaux. Ah oui, donc directeur artistique dans l'âme. Oui. Parce que je sais que tu as été directeur artistique, on en parlera plus tard, mais je ne savais pas que c'était jusqu'aux vêtements. Oui, parce qu'en fait, quand tu fais... Alors, moi, tu sais, mon éducation artistique, elle est anglo-saxonne. Et un directeur artistique, dans la culture anglo-saxonne, il a une vision réellement globale du projet. Donc en fait, ça va de la lumière au choix des couleurs choisies, des matériaux, du positionnement des corps sur une scène, le cadre, il est presque réalisateur. Tu vois, ça va très très loin. C'est presque plus proche des metteurs en scène tels qu'on les concevait, les réalisateurs de la nouvelle vague du cinéma français, qui eux maîtrisaient tout, tu vois ce que je veux dire. C'est presque plutôt ça, tu vois, la direction artistique. Même les designers dans la mode, je pense par exemple à Heidi Slimane qui chez Céline fait tout. Il photographie les modèles, il filme les campagnes publicitaires, les vêtements, la musique, le défilé. Quand tu l'as en tête, c'est tellement difficile, quand tu l'as en tête, de prendre le temps d'expliquer aux autres ce que tu veux obtenir, parce qu'en fait, tu l'as. Donc ça va très vite. Et tu as tellement peur en fait que par la transmission, ça se déforme, Ça se perd. ou ça s'amoindrisse, que tu as tendance en fait à... Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir faire tellement de choses nous-mêmes qu'on en profite. Après, ça ne veut pas dire que tu peux travailler tout seul. Mais est-ce que ça montre pas un côté contre le fric peut-être de ta personnalité? Barjo, ouais, complètement fou. Oui, absolument. C'est vrai. Mais en même temps, est-ce que ça n'est pas justement... c'est le métier qui veut ça. C'est-à-dire que, tu sais, quand tu diriges artistiquement un projet, avant que ton projet se fasse, il va passer entre les oreilles et la bouche de 50 personnes. Si à chaque fois tu perds un petit peu plus d'informations, le résultat final va être tellement loin de ce que tu as imaginé, de ce que tu as souhaité, que c'est une catastrophe. Donc en fait, tu dois être ultra méticuleux, tu dois être ultra rigoureux. Quand tu dis que c'est du magenta, bah, tu dois t'assurer que c'est la bonne couleur, soit en Pantone, soit en... Tu vois ce que je veux dire? Tu dois t'assurer que tu vas au bout du truc.